C'est parti. Ok, chers amis, bonjour. Bienvenue à cet nouvel atelier autour des enfants des arbres, d'arbres et civilisation, autour des cours et des cours du vivant. Et vous me direz, les cours du vivant, c'est élémentaire. Mais justement, puisque c'est élémentaire, il est temps d'en parler. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Adrien Ozeil pour préciser un petit peu le pourquoi, le comment, l'objet de ces cours par et pour les enfants. Peut-être que des cours du vivant qui sont un petit peu déterminantes pour créer des vocations, pour créer de la sérénité, des coopérations, peut-être moins de guéguerre dans les cours de classe, peut-être plus de découvertes, plus d'initiatives. Enfin bon, tout un programme que va nous dérouler Adrien. Adrien, la parole est à toi. On te laisse te présenter. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour Eh cet ben, atelier autour des cours du vivant. avec plaisir, merci de m'avoir proposé cet abécédaire. Moi, j'accompagne depuis 2018 la transformation de cours d'école, à la base sur les principes de la permaculture, et puis au fil des rencontres, des écoles, de mes intérêts personnels pour la pédagogie et d'autres choses. J'ai développé une méthode que j'ai nommée cours du vivant qui permet de transformer la cour, mais surtout d'utiliser la transformation de la cour comme support pour transformer toute la communauté éducative. Euh, voilà, je vais faire assez bref. Euh, L'idée là, donc, c'est de présenter sous forme d'un abécédaire que je vais vous partager tout de suite d'ailleurs. Voilà. Euh, une vision d'ensemble de ce qu'est cours du vivant. Dans une logique, grâce à l'abécédaire qui va rester volontairement un peu flou, c'est plus le parfum d'une cour idéale qu'un outil technique. Les outils, les outils et la description des outils, vous les trouverez sur leur site internet Cours du Vivant. Il y a de la documentation. On peut ensuite en parler de vive voix si vous êtes intéressé. Euh, c'est toujours un peu dangereux quand on arrive à très bien définir quelque chose parce que c'est facile de le reproduire à moitié ou de se dire qu'on a tout compris alors que moi-même qui pilote la méthode, j'ai absolument rien compris. Et plus ça va, plus je sais que j'ai rien compris. Et en fait, c'est essentiel de s'abandonner à ça pour que le processus prenne vraiment vie. Voilà. Pour autant, je commence par une petite diapo de cadrage pour Ce que que l'on vous y peut dire, voyez Adrien, oui, excuse-moi, ce que l'on peut dire, et merci de dire que tu n'as rien appris et qu'on chemine et que tous les jours, les évolutions sont là et ces coopérations sont judicieuses. Dire simplement et rapidement que il y a déjà beaucoup de recul. On voit à peu près où on peut aller, même si oui, les ajustements doivent être faits en temps réel. Il y a des projets de livres, des projets de films, des projets de formation derrière. Donc aujourd'hui, on est bien, et merci de bien le sûr, oui. préciser, dans une acculturation générale du champ des possibles, que chacun devra bien évidemment traduire. Adrien, vas-y. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, ça se traduit par bientôt une trentaine de projets qui vivent, une dizaine de personnes formées qui accompagnent, une formation qui se tient encore en octobre l'an prochain. Donc, c'est un vrai outil pratique. Voilà, je voulais juste préciser le fait que qu'on est vraiment dans une logique exploratoire, mais c'est un outil qui est aujourd'hui déjà très fonctionnel depuis le temps qu'il tourne. Donc rapidement, pour cadrer quand même un petit peu, donner des éléments de structure avant de plonger dans les méandres cours du vivant, les singularités du processus par rapport à une transformation classique de cours d'école, c'est déjà le temps long. On va toujours travailler sur au moins 3 ans, plutôt 4, voire 5, voire plus sur des cours qui sont grandes. L'idée étant à la fois de pouvoir avancer à petits pas et ajuster. C'est essentiel pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et puis de travailler sur un temps long, comme le disait Alain, pour créer une forme d'acculturation et que la cour devienne vraiment le support d'une nouvelle culture ancrée chez tout le monde, chez les familles, chez les instituts, chez les enfants, dans la commune. Ça, c'est essentiel et ça demande du temps. Et de toute façon, les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui sur les végétalisations de cours d'école, c'est quand ça se fait vite,
ça se passe assez mal en général. Au niveau du budget, on est très très sobre. On a des projets qui sont entre 10 et 15 000 euros tout compris, en plus répartis sur plusieurs années. Ça, grâce aux dons, au réemploi, à l'ingéniosité, au travail en régie des communes. Ça démarque beaucoup la démarche. Et puis, on a déjà travaillé sur des budgets bien plus faibles parce que justement, c'est la posture dans la cour qui va changer avant qu'on commence à réfléchir à comment on va changer la cour. Euh, un autre point très important pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que la cour n'est pas un parc public. En fait, on fait des cours d'école qui sont à peu près un copier-coller de ce que c'est un parc, alors qu'une cour d'école, c'est fermé, il y a beaucoup d'enfants dedans, il y a des adultes qui sont là pour les guider. Donc en fait, il y a aucune raison de créer un parc dans une cour. On peut faire des choses bien plus riches, bien plus orientées vers la pédagogie et l'apprentissage pour les enfants, notamment en mettant à disposition beaucoup de matériaux, en ayant des espaces d'exploration, des choses qu'on ne peut pas faire dans un parc. Donc ça, c'est essentiel et ça veut dire que la cour va potentiellement pas être une jolie cour qui satisfait aux besoins de prendre des photos en fin de projet. Ça va être une cour qui a une atmosphère particulière et qui est en mouvement permanent. Rien à voir donc avec un parc. La co-construction, souvent dans les projets, elle se fait maintenant quand même en amont, de façon à consulter tout le monde. C'est vraiment un minimum pour qu'un projet se passe bien. Pour nous, elle est très 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 large, donc tout le monde peut participer. Et puis, elle va se poursuivre après que le projet ait été réalisé, avec une co-construction qui dure dans le temps et qui va se renforcer même. La maintenance simple et intelligente, on arrête tout entretien de la cour dès le début du projet. Et ensuite, au cas par cas, on va entretenir. Bien souvent, entretenir, c'est priver les enfants des feuilles mortes pour jouer à l'automne, de, voilà, des saletés qui se stockent dans un coin, enfin, du sable, de la poussière, qui sont en fait des supports de jeu et d'exploration pour les enfants. Et puis, le réseau des cours du vivant, quand on fait une cour du vivant, bah, une fois qu'on a entre guillemets, terminer le projet. On n'est pas tout seul, on est dans un réseau, il y a une logique de communauté apprenante pour partager des retours d'expérience. Moi, j'anime cette communauté, je crée des outils en permanence en fonction des retours que j'ai, j'anime des webinaires thématiques. Donc, il y a quelque chose de très dynamique qui va nourrir la vie du lieu après. Et ça, c'est vraiment essentiel. De nouveau, les retours d'expérience aujourd'hui sur les cours qui ont été transformés classiques, c'est qu'il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Il y a un besoin d'accompagnement sur des cours qui sont plus complexes, qui sont salissantes, enfin voilà, qui ont tout un tas de caractéristiques nouvelles. Donc, on va attaquer sur l'abécédaire. Alors, je vais essayer vous aurez une photo et puis quelques mots pour chaque slide. Je vais essayer d'être bref pour que ce soit pas trop long et que ça donne quand même une vision d'ensemble assez riche. Donc, apprendre autrement dans une cour comme celle-ci, l'idée va vraiment être que la cour soit un support à l'apprentissage de plein de façons. On peut sortir dans la cour pour apprendre plein de choses. Pour toutes les disciplines, on va pouvoir sortir un peu à la manière de l'école dehors. Et puis, c'est des cours où on met à disposition beaucoup de matériaux pour le jeu libre, pour l'exploration. Et ça va être des supports d'apprentissage qui sont très, très riches. Là, sur la photo, on voit des petites de cycle 2 qui sont en train de renrouler un tuyau, une lance à incendie. Que les pompiers de la commune ont donné à l'école parce qu'elle était obsolète. Et bah, en fait, rouler une lance à incendie, c'est une expérience sensorielle. Toucher une lance à incendie, c'est une expérience sensorielle. C'est un contact avec ceux qui nous l'ont donné. C'est tout un tas de richesses qui vont venir se greffer sur l'expérience de faire de l'EPS autour de cette lance. Et donc, on va vraiment construire d'autres apprentissages complémentaires, des apprentissages qu'on cible naturellement. L'autonomie, un autre aspect vraiment très important, on va chercher toujours à ce que les enfants construisent une autonomie. L'adulte, il va être là pour accompagner, si nécessaire, uniquement. On va du coup créer un contexte qui doit permettre aux enfants de réaliser qu'en fait, le monde est à portée de main, qu'ils ont une capacité d'agir sur le monde et que
ils sont pas juste observateurs et exécutants de ce que va dire l'adulte, ce qui est souvent le cas. Là, sur la photo, on voit une cabane qui a été construite dans une école par des enfants, totalement en autonomie. Suite à cette construction, ils m'ont contacté, on a fait des échanges en visio pour que je leur explique comment créer une mare. Ils ont créé en autonomie une mare, ils ont regardé quelle était la réglementation pour pouvoir avoir une mare dans la cour, ils ont fait ce qu'il faut pour que ce soit dans les clous. Et depuis plusieurs années, il y a une mare dans cette cour et c'est des enfants de 8, 9 ans qui ont construit tout ça seuls. C'est eux qui ont géré la visio pour me contacter, c'est eux qui ont trouvé des fournisseurs pour les matériaux dont ils avaient besoin. Euh, c'est incroyable en fait comme expérience pour un enfant d'arriver jusque-là. Et en fait, c'est tout à fait possible. Il faut juste que l'adulte qui les accompagne ait conscience que c'est possible. La bienveillance, alors évidemment, on souhaite accompagner un contexte bienveillant entre adultes et enfants dans la cour et entre enfants. Mais il y a aussi un aspect, c'est qu'on est dans un projet qui est toujours expérimental, où on va pas hésiter à aller dans des directions dont on ne sait pas si elles vont être fructueuses. Et donc, dès le départ du projet, on va ancrer chez tout le monde le fait qu'en fait, on est tous ensemble en train d'aller en exploration et en train de se mettre d'accord sur le fait que potentiellement, on va pas réussir tout le temps. Peut-être que des fois, il y a des choses qui vont devoir être reprises et on va devoir le faire tous ensemble en étant bienveillants par rapport à ce point-là. On sort d'une logique de si ça a raté, il faut trouver un responsable et c'est un problème. Euh, voilà, là, il y a quelque chose de très doux dans la façon dont les facilitateurs vont poser les bases du projet. Et ça va nourrir un projet qui fonctionne bien et qui fonctionne dans le temps. La biodiversité, c'est un peu un kaléidoscope. Il y a plein de points d'entrée sur des apprentissages. Je l'ai noté là, l'émerveillement d'observer la biodiversité riche dans une cour d'école, le fait d'être en contact. Moi, j'ai vu des enfants qui n'osaient même pas marcher dans l'herbe dans des cours en ville. On va, avec une cour vivante, euh, ils vont petit à petit à contact avec la vie. Sachant que quand on n'est pas en contact avec le vivant, on est rarement en contact avec la vie dans sa vie aussi. Susciter la curiosité, le questionnement, c'est vraiment extrêmement riche. Les enfants jouent avec les gendarmes, c'est un grand classique. Euh, voilà, ça leur permet vraiment d'explorer plein de possibles. Construire un cadre plutôt que contrôler. Là, on a une photo du zonage du principe de cours régulé qu'on met en place dans toutes les cours du vivant. C'est un zonage avec des codes couleurs et des règles définies avec les enfants. Ça, c'est le cadre lisible, clair, construit tous ensemble. Il fait que derrière, on peut les laisser très très libres parce qu'en fait, ils ont participé, ils ont compris les tenants et les aboutissants de pourquoi il y a un cadre, pourquoi il est utile. Ça va être réévalué régulièrement. Il y a des cercles de discussion entre enfants pour savoir comment régler les problèmes, parce qu'il y en a toujours. Enfin, il y a toujours des petites tensions. Et comprendre tout ça pour eux, c'est une possibilité pour les adultes de sortir du contrôle de la cour, qui est épuisant hein, au passage pour ceux qui font de la surveillance de cour et ils connaissent bien la question. L'effet cocon, au départ du projet, quand on va designer le lieu, on va toujours chercher d'avoir une école qui soit très accueillante, qui soit un cocon de verdure autant que possible, parce que en fait, les enfants, chez nous, on essaye de se créer un environnement qui soit agréable et qui soit accueillant. Les écoles devraient être pareilles. Une cour d'école qui est pas accueillante, c'est totalement anormal et d'ailleurs, ça respecte pas vraiment un certain nombre d'obligations qu'on a vis-à-vis des enfants, notamment au travers de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et puis bon, voilà, de toute façon, ça coule de source en fait. On accueille des enfants dans un lieu, il doit être accueillant. Bon, ça construit tout un tas de choses en parallèle, évidemment. Comestible, bon bah ça c'est une base, hein, on plante. Alors un humain ne se nourrit pas que de comestibles, bien sûr, donc il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Mais on a les outils magnifiques que sont jardins, forêts, haies fruitières, les végétaux comestibles vivaces, qui sont des super supports de nouveau pour toucher à plein de choses en classe et dans la cour.
Et puis bon, basiquement, récupérer des fraisiers, c'est très facile. On peut en mettre partout dans la cour ou à l'époque des fraises. Les enfants mangent des fraises à la récré. C'est génial de les voir. En septembre, ils mangent des mûres, des raisins. C'est vraiment dommage de passer à côté de ça. La créativité, ça c'est un pilier. On va être dans une logique où l'idée est d'être créatif d'un point de vue matériel, mais bien plus que ça en fait. L'idée c'est vraiment de se mettre dans la posture d'explorateur dont je parlais tout à l'heure, où on va toujours essayer d'aller plus loin, d'aller explorer, de remettre en cause la façon dont on perçoit la cour, dont on perçoit les enfants pour apprendre. En fait, l'idée, c'est pas d'avoir une vision juste de plus en plus claire, c'est aussi d'avoir une vision toujours de plus en plus large, et ça passe vraiment par la créativité. Le Rappelons, développement, Adrien, oui. rappelons, excuse-moi, peut t'interrompre, Vas-y, j'espère. ça me Mais, permet de boire un coup. oui, c'est ce que je me disais. En tout cas, c'est passionnant, merci. Rappelons si besoin, pour nos hôtes, que les nuances de vert structurent les cerveaux. Les nuances de vert structurent les cerveaux et qui plus est du plus jeune âge, l'ionisation de l'air nous met de bonne humeur. Enfin bon, tout un tas de mécanismes qu'on retrouve notamment chez Ernst Zürcher, mais pas que. Donc, hein, quand tu parles d'imagination, c'est du bonus sur du bonus qui ramène du bonus quelque part. Ouais, Vas-y, vas-y. ouais, c'est sûr. Ouais. Le développement moteur, c'est quelque chose qui est essentiel, que ce soit la motricité globale à grande échelle ou la motricité fine. Et en fait, c'est quasiment absent des cours, d'autant plus quand elles sont très nettoyées. Euh, là, on va ramener à la fois avec les matériaux beaucoup de possibilités de développer la motricité fine. Et puis, dans les cas les plus aboutis, la possibilité d'utiliser des outils, de construire. Et là, on va passer encore dans un niveau de développement de motricité qui est très, très intéressant. C'est aussi des cours qui vont être plus exigeantes en termes de déplacement. Moi, j'ai vu des enfants avec des handicaps moteurs qui, en un an, dans une cour sollicitante pour eux au début, mais des enfants qui arrivent à évoluer dans cette forme d'adversité parce qu'il y a le cadre bienveillant qui fait qu'ils vont être, ils vont être aidés, accompagnés. Un enfant qui tombe parce qu'il a un problème moteur et qu'il est dans un contexte un peu difficile, ça peut être très dur dans une cour d'école. S'il est bien accompagné, moi j'ai vu une enfant qui tombait 10 fois par jour et en un an, elle tombait plus. En fait, ses parents ne revenaient pas des progrès qu'elle avait fait. Et elle devait avoir 11 ans. Donc c'était une révolution en fait dans sa vie de pouvoir évoluer comme ça. La diversité à tous les niveaux. On parle souvent de biodiversité sans vraiment avoir conscience en fait que des tenants et des aboutissants de ce que c'est la diversité. Là, nous, on va essayer de balayer la diversité des espaces, la diversité des matériaux, la biodiversité dans la cour, la diversité des points de vue. L'idée est vraiment de permettre à tout le monde de participer. Et ça va énormément enrichir l'expérience et le projet. Je pense au chantier participatif. Le fait qu'on ouvre très, très, très largement, ça fait qu'en fait, on a des gens assez inattendus qui vont participer, qui vont nous amener des ressources, des entreprises qui vont dire, ah, mais nous, on est super contents de donner ça pour l'école. Des fois, on a des dons qui sont en plusieurs milliers d'euros, hein. Voilà, la diversité, c'est aussi un des cœurs un des piliers de la méthode. Là, vous voyez, c'est la diversité des constructions à base de tout et rien, de végétal. Il y a de la tisane, il y a des falafels debout, enfin bon, des préparations, des boutures. L'enfant, questionner la question de ce que c'est qu'un enfant. Euh, c'est pas une question qui se pose a priori. Dans l'école conventionnelle, on est plutôt dans une logique d'acquisition de connaissances et de contenants à remplir. L'idée dans une cours du vivant, c'est vraiment de se dire qu'en fait, j'ai à parler, il a développé une quantité de connaissances en autonomie qui est phénoménale alors qu'il est en début de développement.
Il n'y a aucune raison que ça s'arrête à 3 ans. Donc en fait, la cour va être un support à développer un tas de compétences en autonomie, spontanément, et l'adulte va être là pour faire éclore ça, pour faciliter ça. Et l'adulte qui a la capacité d'observer ça et de questionner qu'est-ce qui est en train de se construire là chez cet enfant, il va pouvoir ensuite transposer ça dans sa façon d'aborder la classe et remettre du ludique, quelque chose de bien plus stimulant pour les enfants au niveau des apprentissages, sachant qu'il y a des études qui montrent que l'apprentissage par le jeu, il y a un ancrage neuronal bien plus rapide qu'un apprentissage on dit scolaire d'ailleurs. Entretien sélectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrête l'entretien systématique. On va laisser pousser notamment tout ce qui pousse dans les fissures. Peut-être on va l'agrémenter avec un semis de prairies fleuries, de façon à ce que ce soit pas trop sauvage dans le rendu. On est toujours dans une logique de pondération. Moi, le but, c'est pas d'aller le plus loin possible avec ceux qui sont super déterminés, c'est d'aller le plus loin possible avec tout le monde. Donc, on va faire quand même attention à ça. Mais voilà, sur l'entretien, on va essayer de travailler sur quelque chose où la vie s'installe dans des endroits aussi où on peut cultiver les fissures dans l'enrobé. C'est vraiment une ressource géniale. Il y a des endroits où on a des arbres qui poussent, qui vont se développer dans une fissure d'1 centimètre et qui doivent poser de problème. Faire ensemble, je disais tout à l'heure, là c'est une image d'un temps collectif avec d'autres écoles qui sont venues participer, les maraîchers du village, euh, et on, on va inviter vraiment très très largement les gens à participer. Au dernier chantier participatif dans cette école, il y a un gars qui avait animé un atelier d'écriture dans le cadre d'un temps d'intelligence collective qui est venu. Il a passé la journée au chantier, pas pour participer au chantier, mais pour discuter, pour rencontrer les gens. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux parce qu'en fait, on sort de nouveau de la logique, il faut faire de l'ombre dans la cour et ramener de la verdure. Pour être dans une logique, la cour est un centre de gravité social, de développement de la commune, de rencontres autour de logiques qui font sens, qui sont des logiques de transition qui sont essentielles aujourd'hui. L'inclusivité, on en parle souvent aujourd'hui, plutôt dans une logique fille-garçon. C'est super, ça se fait relativement naturellement quand on transforme une cour. Il y a une réorganisation des enfants dans l'espace et une collaboration naturelle qui se met en place. Euh, à disposition beaucoup de matériaux, des outils, et puis qu'on dit aux enfants, ça va permettre à des enfants plutôt dit aujourd'hui neuroatypiques ou des enfants juste qui sont pas scolaires en fait et qui se demandent un peu ce qu'ils font en classe, qui posent parfois des problèmes, de trouver une place toute faite dans la cour et là vraiment vraiment construire des choses géniales. Ça, c'est un chasse-neige qui a été construit par quelques garçons qui sont vraiment mais des passionnés de construire des choses dans la cour. Ils ont tous les permis outils possibles. Et on l'a vu en Belgique l'an dernier. On était en voyage Erasmus en Belgique. On a organisé un chantier participatif totalement improvisé dans une cour où des arbres étaient un peu en souffrance. On leur a planté des copains récupérés dans la forêt d'à côté avec les enfants. Et on a fait ça un peu à l'arrache entre midi et deux. Et à la fin, les instis sont venus nous voir en nous disant ça va, c'était pas trop dur avec les garçons. On comprenait pas trop ce qu'elles voulaient nous dire. Et en fait, elles nous ont expliqué que bah, les quatre qui sont venus d'entrée de jeu participer, c'est les quatre gamins, les quatre terreurs qui sont ingérables. Alors bah, pour nous, ça a été des gamins hyper dynamiques. Ils ont été vraiment moteurs. Ils ont fait plein de choses. Ils se sont démenés. Ils ont creusé des trous. C'était vraiment des enfants qui étaient géniaux et en arrivant comme ça sans les connaître, c'était vraiment intéressant de voir que bah, pour nous, en fait, c'était des enfants qui étaient vraiment, vraiment très moteurs pour faire quelque chose de bien. L'ingéniosité, ça rejoint un peu la créativité. On va bah, notamment faire beaucoup chuter les budgets parce qu'en fait, on va s'autoriser à tester des choses. Ça demande un petit peu de connaître la réglementation pour rester dans les clous. On a aussi une logique de test qui nous donne de la marge. Et puis, bah, vous voyez, cette construction qui a été mise en place il y a quelques mois en chantier, avec ce cintre et ces deux boîtes, on verra. Ça, je pense que ça va le faire. Peut-être ça le fera pas.
c'est pas grave en fait. On s'autorise à tester plein de choses et puis on a des phases de réévaluation de la cour qui font que c'est rien pour nous d'enlever ce truc-là s'il fonctionne pas. Par contre, s'il fonctionne, c'est vraiment génial parce que pour les enfants, c'est très créatif d'évoluer dans une cour où il y a plein de petites choses comme ça. Jardinage libre, comme peut-être certains d'entre vous, j'ai essayé à l'époque où je passais beaucoup de temps dans une école de jardiner avec des enfants. C'est compliqué quand on y arrive un mois ou deux, et puis après il y a l'été qui arrive, tout crame, et puis en septembre, bon, bah, on est un peu déçu. C'est pas toujours le cas, mais quasi systématiquement. Ça m'a amené à concevoir la logique comme le jeu libre de jardinage libre, où on va mettre à disposition des petits espaces de potager. Les enfants choisissent par groupe de deux, trois, un espace, et puis ils font ce qu'ils veulent. Une cour du vivant, c'est plein de trucs qui poussent partout, donc et puis les enfants apprennent. Donc en fait, ils vont savoir bouturer, ils vont savoir multiplier, ils vont ramener des légumes de chez eux. Il y en a qui ramènent des arbres qui ont germé dans leur jardin, puis qui n'ont pas envie qu'on les enlève. Et puis ils plantent des trucs. Et là, on est vraiment dans la logique du jeu libre. Bah, ils vont expérimenter juste pour le plaisir d'expérimenter. Et pour moi, rétrospectivement, ça crée quelque chose de bien plus intéressant que de faire du jardinage en école. Même si j'ai eu un exemple, en Haute-Savoie, on a un exemple d'un institut qui est passionné, qui fait une macédoine de légumes en juin avec les enfants, avec 100% de production du jardin. C'est génial, mais c'est vraiment, vraiment des cas qui sont très, très particuliers. Le jeu libre, donc, l'idée, c'est comme quand on fait de l'école en forêt, les enfants font ce qu'ils veulent. Nous, on leur met beaucoup de matériaux à disposition pour nourrir ça. Vous voyez sur la photo qu'ils sont très créatifs. On n'imagine pas trop en tant qu'adulte rouler à l'intérieur d'un pot comme ça. Bon, bah, pour eux, ça pose pas de problème, ça a l'air très, très rigolo. Ça développe plein de choses, hein, ce genre de choses-là. En fait, il y a tout un tas de compétences qu'on développe dans le cadre du jeu libre, que ce soit de la coopération, des aspects moteurs, comprendre la physique, parce que du jeu libre, ben, on va forcément construire des structures, mettre des pièces ensemble, et donc va falloir comprendre comment fonctionne la gravité, le frottement, plein de choses. Il n'y a pas besoin de leur expliquer ça, ils vont le vivre corporellement en fait. Et c'est une forme d'apprentissage qui est très intéressante et qui va s'ancrer à long terme. Si vous avez des souvenirs de choses que vous avez appris comme ça, enfant, je pense que vous ressentez encore physiquement comment le truc s'est passé. La joie, c'est vraiment le moteur. La phrase à côté l'illustre dans la façon que j'ai de l'aborder. Le projet s'adapte au collectif, pas l'inverse. On va pas, là, je suis en train de vous montrer plein de choses. On pourrait se dire, oulala, mais comment je vais arriver à développer toutes ces thématiques dans ma cour? C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'avoir un panel de plein de choses et de vous dire, bah, en fait, dans ce panel, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui crée de l'enthousiasme dans notre collectif? Et ok, bah, on va par là. Et puis, on va par là au rythme qui est confortable pour nous. L'important, c'est que vous teniez les rythmes pendant 10, 20 ans, que votre cours, elle n'arrête jamais de se transformer et d'évoluer peut-être vers quelque chose qui touche un peu à toutes ces thématiques. Donc, ce que je dis souvent, si le projet commence à vous prendre la tête, vous arrêtez, vous faites une pause, vous en parlez aux autres personnes qui sont motrices dans le collectif, on réaligne les choses et puis on continue à avancer dans la joie. Et ça fait que les gens sont contents de revenir au chantier participatif, que le projet est vivant et qu'on construit aussi une société du plaisir et pas une société de l'effort parce qu'on veut atteindre un objectif qui en fait n'est pas organique. Une cour magique, c'est pour moi essentiel. Vivre au contact de la nature, vivre au contact de la biodiversité pour les enfants, c'est une source d'émerveillement déjà. On va encore amplifier ça en ayant vraiment dans la conception du lieu une logique de petits recoins magiques, d'imaginaire, de cultiver l'imaginaire des enfants, de les accompagner. Là, c'est un tunnel. Vous voyez, dans le genre, solution très simple, c'est la haie du voisin qui était toujours taillée à ras du grillage jusqu'en haut. Bah, en fait, on s'est dit, on peut la tailler jusqu'à 1,20 m et puis laisser le reste pousser. Et en fait, ça fait un tunnel pour les enfants. Sur la gauche, les piquets, c'est des ronces fruitières qui vont se développer. Et les enfants vont avoir, c'est en maternelle, un petit tunnel dans lequel passer. Tous n'oseront pas y passer. Et c'est intéressant. J'ai déjà eu dans le rêve des maternelles les enfants qui me disaient, nous, on a envie de pouvoir avoir peur dans notre cours. Ça fait partie de l'imaginaire de pouvoir un petit peu se challenger en se faisant peur dans la cour.
c'est très chouette. Et bon, bah, j'ai vu récemment les enfants jouer dans ce tunnel qui est pas encore un tunnel. C'est une source de jeu vraiment inépuisable. Ils adorent ça. Et ils se racontent des histoires. C'est infini les possibilités. Les mini-chantiers, ça c'est pour ceux qui sont déjà assez libres dans leur façon d'aborder la classe. C'est possible de banaliser une demi-journée de temps en temps et de dire, bah voilà, il y a plusieurs classes qui se retrouvent le vendredi après-midi. Et puis, on va faire des chantiers, comme les chantiers participatifs qui se font le week-end avec, avec les adultes et les enfants, mais sur le temps scolaire. Ça s'organise comme une sortie scolaire et c'est des moments qui sont super intéressants parce que ça va amplifier le fait qu'ensuite les enfants, à la pause de midi et deux, ils vont dire, ah tiens, on peut aller chercher des outils, on a envie de faire ça. Et vraiment, réellement, les enfants vont se mettre à transformer la cour en périscolaire. À la pause de midi, il se passe vraiment des choses. Le mouvement, j'en ai parlé depuis le début. L'idée, c'est que le projet soit un projet vivant et en mouvement infini. L'idée n'est pas de terminer un projet. Là, c'est un exemple d'un temps de réévaluation du projet. Moi, j'invite chaque année sur une méthode qui s'appelle les chapeaux de Bono, qu'il y a une fiche pratique qui est donnée à l'école, et puis bah, à l'aide de cette fiche, on anime un atelier qui dure une heure et demie en autonomie, et qui permet de faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui mériterait d'être ajusté, ce qui mériterait peut-être d'être arrêté parce que c'est trop compliqué, c'est possible, les nouvelles idées et puis de définir une stratégie pour l'année à venir. Au passage, cette méthode, il y a des écoles qui la réutilisent pour travailler à l'intérieur des classes aussi, parce que finalement, c'est une méthode d'intelligence collective qui est très efficace. Et il y a une partie des outils qu'on transmet qui sont des outils qui vont être appropriés pour faire d'autres choses dans l'école. Il est tout à fait possible que le travail dans la cour ait une résonance très forte à l'intérieur de l'école et que ça transforme finalement l'intégralité du lieu. L'observation, alors là, c'est un dessin d'observation de mille pattes d'un enfant dans une école. Plus largement, on va nourrir la curiosité et être toujours dans l'observation avant de rentrer dans l'action. C'est super de faire des choses, mais en permaculture, on dit observer avant d'agir. On va vraiment, vraiment nourrir l'observation, enrichir avec un regard neuf autant que possible notre expérience du lieu et se rendre compte qu'en fait, à chaque fois qu'on fait ça, on découvre des nouveaux aspects. On va pas le faire en permanence, hein, à un moment donné, on va concrétiser les choses aussi, hein, mais c'est vraiment important de nourrir ce regard. Les outils incontournables dans une cour où on veut qu'il se passe des choses et que les enfants puissent être acteurs. Donc on va s'équiper un peu. De nouveau, c'est pas des choses qui se font tout de suite. On s'organise petit à petit. Par contre, quand on commence à vouloir faire des choses, c'est super d'avoir des plots, des casques, des lunettes de protection, des gants, des bonnes pelles, des outils qui sont adaptés pour que les enfants puissent vraiment faire des choses, qu'ils soient pas en train de galérer avec un petit outil inadapté. Et ça permet de lancer une dynamique où les enfants vont s'approprier la cour et la transformer activement. Et c'est un aspect essentiel, hein. Les enfants ont besoin de transformer leurs espaces. Quand on les met dans une cour, même une cour super végétalisée, super chouette, s'ils n'ont pas le droit de continuer à modifier l'espace, en fait, ça pose des problèmes. Récemment, j'ai eu des retours sur des cours qui sont très chouettes sur le papier, mais en fait qui sont dégradés parce que les enfants n'ont rien le droit de faire dans la cour autre que courir dans les espaces qui sont laissés libres. Souvent, la végétation est protégée de façon assez drastique d'ailleurs. Bon, bah ça, en fait, c'est compréhensible. Ça peut être nécessaire au début, mais à terme, ça pose un problème. En fait, il faut que les enfants puissent être en contact avec le lieu dans son ensemble. Participative, donc on fonctionne à la fois en participatif en début de projet et en participatif pour la transformation du lieu. Là, c'est une image de chantier participatif avec des parents sur une petite cour de maternelle. On fait souvent trois chantiers participatifs et puis ensuite on bascule sur de l'entretien participatif, un suivi de la cour comme ça. Donc c'est vraiment un moteur qui nous permet de faire beaucoup et puis de s'assurer que ce sera pérenne parce qu'à un moment donné, le facilitateur ne sera plus là et son boulot, c'est justement de devenir de plus en plus inutile jusqu'à ce que tout roule tout seul. Et bon, dans certaines écoles, ça va très vite, dans d'autres, l'accompagnement a besoin d'être un peu plus long.
Encore participatif pour construire une habitude de prendre soin. Les enfants, notamment, sont vraiment invités à participer à l'entretien de la cour. C'est aussi ce qui fait d'ailleurs que on peut se permettre de réduire beaucoup le temps d'entretien par les services techniques. Euh, les enfants vont avoir, de nouveau, il faut qu'ils soient bien équipés, des pelles, des balais, des brouettes, des seaux. Et puis, bah, ils vont prendre l'habitude, en fait, de faire le ménage et puis de remettre les copeaux au bon endroit. Et puis aussi, ils sont invités à faire un suivi de la cour et à faire remonter quand quelque chose se dégrade, de façon à ce qu'on puisse prendre soin du lieu avant que les réparations à faire soient trop importantes ou avant qu'il y ait des risques. Ça permet de travailler aussi la notion de risque avec les enfants. La patouille, bon, bah ça, c'est une base. Excuse-moi, Adrien, mais peut-être Vas-y. que tu as soif d'ailleurs, donc j'en profite, oui. Mais tout est important. C'est une belle leçon, merci, de l'importance de préciser pour l'avoir entendu 100 fois. Oui, mais si vous commencez à bouger la cour de l'école, les services techniques n'auront pas le temps. Ben, on vous demande rien, les services techniques. Ça tombe bien, on vous demande de venir participer au chantier participatif et couper les pelles en deux pour qu'elles soient adaptées aux enfants, mais on vous demande pas de ramasser les feuilles. On en fera des herbiers, Mhm. globalement. C'est ça, c'est ça. Et puis le retour d'expérience qu'on a, en fait, est très intéressant. C'est que les services techniques adorent travailler avec nous. Ouais. Moi, j'ai des techniciens de services techniques qui viennent au rêve collectif adulte déjà, un temps de 3 heures, où on ancre la bienveillance dans le projet, la créativité, le droit à l'erreur, et puis où je commence toujours en disant, le but, c'est de forcer personne, c'est d'avancer tous ensemble en fait. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont un regard technique hyper important pour le projet. Ils connaissent bien la cour, ils connaissent bien la commune, et en fait, on peut vraiment les valoriser et leur donner une place dans le projet. Les retours que j'ai sur des cours classiques, c'est que les services techniques s'arrachent les cheveux, en fait, et je comprends. On les intègre là dès le départ, on allège leur travail, on les fait participer. En ce moment, je travaille sur un projet de projet pédagogique sur 1 an de collaboration entre les éco-délégués et les services techniques pour travailler justement le suivi. Donc des enfants soient en collaboration directe avec les services techniques sur la gestion de la cour. De nouveau, c'est un support pédagogique super précieux pour des enfants, voir accessoirement les services techniques venir dans la cour pour faire du béton. Les services techniques, nous, on leur dit, mais ne venez surtout pas le mercredi quand les enfants sont pas là. On met des cônes de chantier, on fait ce qu'il faut pour protéger et venez travailler, des travaux quand les enfants sont là. Ils voient ce que c'est que de travailler, ils comprennent peut-être pourquoi ils sont à l'école, pourquoi ils ont besoin d'acquérir ces compétences de façon des fois laborieuse. Donc, ouais, c'est le lien service technique, je pourrais en parler pendant des heures. C'est vraiment passionnant et puis touchant aussi d'avoir des retours de gens qui disent en fait ça a changé notre relation au lieu et dans la commune. Des fois, ça aide énormément à avancer sur la question des zéro phyto parce que les communes qui passent en zéro phyto, bah ils sont confrontés au fait que c'est plus entretenu, il y a des mauvaises herbes partout, le cimetière il ressemble à rien. Bon, bah, en fait, là, nous, le facilitateur, il leur transmet une vision du vivant, de vivant spontané qui leur donne des arguments aussi. Ça, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est aussi quelque chose avec lequel je commence les projets. Un problème, c'est un concept, en fait, ça a aucune existence. Quand on décide d'aller quelque part et puis que finalement, il y a un truc qu'on n'avait pas vu, on dit que c'est un problème. Non, c'est juste un truc qu'on n'avait pas vu. Nous, on dit même, ah bah tiens, chouette, j'avais pas vu ce truc-là, j'y étais pas attentif jusque-là, bah c'est une opportunité d'élargir mon territoire d'action et puis d'être créatif, de voir la vie avec un peu plus de diversité. Donc voilà, les problèmes, ce qui est étiqueté comme problème, c'est des opportunités de créer, de mettre plus de diversité dans le lieu. Et puis, bah, transmettre ça, ça rentre vraiment dans le contexte de la bienveillance et du plaisir à faire les projets ensemble, parce qu'en fait, voilà, il y a pas d'erreur, il y a pas d'erreur dramatique, il n'y a pas de problème bloquant. Si on est bienveillant les uns avec les autres et qu'on prend le temps de réfléchir, on va trouver une solution. Voilà. D'ailleurs, tous les problèmes qu'on évoque en début de projet, en général, ou les gens qui ont envie de se lancer mais qui se disent, ah, la saleté, le budget, l'entretien dans les classes et tout ça, ça va être problématique.
Non, en fait, c'est juste, il faut regarder les choses sous un autre angle et puis tout se passe bien. Prototypage, c'est un aspect qu'on développe pas mal dernièrement. Là, vous voyez des structures en palette. L'idée, c'est qu'en fait, on peut tester plein d'espaces pour que les enfants se posent. C'est vraiment important de leur créer des espaces calmes. C'est pas forcément évident. Le mobilier coûte très cher. Du mobilier urbain normalisé coûte vachement cher. Et puis, bah, si déjà, il n'y a pas forcément le budget, et puis en plus, on sait pas où le placer de façon forcément efficace. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On peut tester en prenant des palettes en bon état, en les ponçant bien, voilà, enfin, bon, en respectant toutes les règles de base par rapport à ces choses-là. On va les installer, peut-être les bouger un petit peu, puis bah, au bout de 2 ans, quand on a un retour d'expérience, qu'on sait que ça fonctionne bien, bah, pourquoi pas, la commune pourra prévoir un budget pour remplacer ça par du dur qui va durer longtemps. Nous, ça nous permet de nous mettre en action et d'avancer. Si on attend que la commune ait des milliers d'euros à mettre dans des trucs comme ça, c'est compliqué. Et puis une commune, bah, si on vient les voir en leur disant là, là et là, c'est vraiment très efficace, ça a tel intérêt, les enfants ils s'y mettent pour faire ça va être bien plus facile de les décider à investir de l'argent. Le réemploi, il faut toujours avoir un bel espace de stockage dans une cour du vivant où on va mettre des choses qui vont servir ou pas. Là, on a des pneus. Bon, l'intention était bonne, on en a souvent vu dans les cours. C'est vraiment pas adapté. Donc, clairement, on va pas les utiliser. En fait, il y a mettre les enfants au contact de pneus, ça fonctionne pas. Il y a trop de substances chimiques peu fréquentables dans ces trucs-là. C'est pas grave. Les pneus, on les ramènera à la déchetterie quand on aura le temps. Il y a un parent qui sera bien content de rendre service. Et puis par contre, bah, les volets, les petits trucs qu'on a trouvés qui sont à côté, on va leur trouver une façon de faire et c'est une utilisation et c'est très intéressant parce qu'en fait, chaque cours va avoir son identité grâce au réemploi. Ça crée de l'appropriation, ça crée du plaisir de partager, de participer. C'est un élément qu'on n'anticiperait pas forcément par rapport au réemploi et qui est vraiment très très chouette à nourrir au niveau d'une commune. Les règles partagées, parler d'une seule voix au niveau des adultes et des enfants. C'est pas évident du tout dans une école d'avoir une cohérence entre les gens qui gèrent le périscolaire, les instits et puis les enfants. Donc ça crée beaucoup de problèmes parce que d'autant plus, vous voyez la zone là, bon là on est dans des cas, des cours qui sont assez radicales, hein, tout le monde ne peut pas mettre en place une cour comme ça et que ça se passe bien. Euh, mais bah, là, ça très bien parce que on a défini, grâce notamment au processus de cours régulier et participatif, des règles que tout le monde connaît et qui font que c'est carré. Les enfants là, ils sont en train de planter un forsythia que la commune avait arraché. La commune a pris l'habitude, dès qu'elle arrache un végétal dans la commune, elle la propose à l'école. Donc l'école récupère très régulièrement des plantes. Donc là, il y avait 4 forsythias, quelques autres plantes. Et bah, là, il est 10h30, c'est la récré. Les enfants ont pris les petits plots qu'on voit en périphérie, ils les ont placés tout autour, ils n'ont rien dit de plus. Tous les enfants qui étaient dans l'espace sont sortis et en fait, c'est identifié quand il y a les plots, ces zones de chantier. Si on participe pas au chantier, on reste en dehors de la zone. Et ça leur permet de venir avec une pioche, une pelle, une labouette, faire un trou qu'ils ont fini entre midi et deux et planter le forsythia. Aucun adulte ne les a aidés, c'est des enfants, ils sont capables de faire ça sans problème. Je leur ai juste montré comment tailler les racines. La prochaine fois, ils le feront peut-être tout seuls. Euh, et donc, bah, ça a été vraiment, même pour moi, incroyable de voir à quel point c'était efficace d'avoir ces règles qui sont bien clairement définies et définies tous ensemble. Indispensable de définir les règles tous ensemble. Le risque, la phrase dit, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Ça, c'est très très clair. Bon, on sait déjà que dans les cours qui sont très riches, il y a moins d'accidents, hein, c'est bien documenté. J'ai vu des cours assez radicaux. D'ailleurs, il y a d'autres pays où qui sont radicaux de base dans leurs cours. Les enfants sont des fois à 2 mètres de haut dans les arbres. Ça choque personne. Bon, c'est pas le cas chez nous. En tout cas, dans les cours les radicales que j'ai vus, j'ai jamais vu d'accident. Des fois, je me demande pourquoi, parce que c'est impressionnant. Mais clairement, les enfants qui peuvent se confronter au risque, qui peuvent s'engager,
ils apprennent en fait à faire attention. Et par contre, les enfants qui ne peuvent pas s'y confronter, bah, ils font pas gaffe du tout. Et en fait, ils se font mal bêtement en n'ayant pas fait attention. Pour moi, c'est essentiel de permettre à des enfants de construire ce truc-là parce qu'en tant qu'adulte, si on s'est jamais confronté au risque, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on commence à avoir de la liberté, à pouvoir faire ce qu'on veut. Le sauvage, alors là, c'est laisser la place au sauvage dans les fissures. Là, c'est une rainure qu'on a coupée dans l'enrobé par endroits. On fait juste ça, on coupe sur 3 centimètres de large. C'est tout simple, ça se fait en chantier participatif avec une disqueuse de base. Et puis ça permet de ramener de la vie dans des espaces qui seraient vraiment très très morts. Mais finalement, le sauvage, c'est le différent, c'est ce que je ne reconnais pas de base. Et on a une enfant une fois qui, lors d'une visite du Dazen dans la cour, qui lui disait, ah, mais tu trouves pas que les haies qui sont plus taillées dans ta cour, c'est un petit peu le bazar, il y a des branches qui pendent de partout. Et elle lui a dit, ah non, moi j'aime bien, je trouve que je me sens plus libre dans cette cour. Bah, en fait, accepter cet autre qui est différent, c'est aussi s'offrir la liberté d'être différent soi. Et, bon, aussi permettre la culture de l'inattendu et de la créativité. Enfin, ça a beaucoup d'impact. Il y a des travaux en architecture sur l'influence des lieux. Faut pas sous-estimer à quel point les critères de construction d'un lieu ont un impact sur les individus qui vivent le lieu. Un lieu qui est très 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 propre, très très géométrique. C'est un lieu qui est dur en fait. C'est un lieu qui est dur, c'est un lieu qui nous demande d'être aussi parfait que lui. Et c'est pas du tout dans ce contexte que les enfants ont besoin de grandir. La sensorialité, c'est un autre aspect qui est très important à construire. Ça rejoint un peu la motricité fine. Les enfants construisent un contact vivant avec le monde. Là, c'est du réemploi. Il nous restait des petits bouts de moquette, du papier de verre. On l'a agrafé à l'intérieur d'une cabane à la fin d'un chantier. Bon, bah voilà, c'est rien en fait. Mais pour des enfants de maternelle, bah, ça va être une source de jeu et puis de contact, de mémoire sensorielle. C'est très intéressant. Euh, ça, ça parle aussi du fait que bah on est dans des cours où les enfants vont se salir. C'est pas un problème, hein, c'est un projet pédagogique. Les enfants, de toute façon, sont censés venir à l'école avec des vêtements adaptés. Si le projet pédagogique dit qu'on doit pouvoir être en contact avec la matière, les enfants viennent avec des habits qui peuvent se salir. Et puis ça leur permet d'apprendre beaucoup. La simplicité, bah en fait, pourquoi faire compliqué alors qu'il y a plein de solutions simples à appliquer. C'est bien souvent parce qu'on veut faire trop compliqué que finalement on fait rien du tout, hein. Moi, c'est souvent les gens découvrent Cours du Vivant et nous disent, mais ça fait des années qu'on veut faire quelque chose, mais vu qu'on croyait que ça coûtait 150 000 euros et puis fallait faire des démarches de subvention et tout ça, bah on n'a jamais rien fait, quoi. Même si on aimerait beaucoup. Bon, bah là, on fait simple. Alors, la photo d'illustration, c'est bah voilà, un jeu d'enfant en fait, prendre des graviers, les aligner comme ça. C'est très simple, ça permet de développer la motricité fine, pourquoi pas faire des maths, de la géométrie, faire plein de choses. Les tiers d'espace, c'est une notion un peu comme les tiers-lieux. En fait, l'idée c'est d'avoir des espaces où on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est aussi documenté par la recherche. Les enfants ont besoin d'espaces où les adultes n'ont pas dit comment les choses doivent se passer. Donc on met à disposition des espaces, des matériaux, et après, bah, il se passe ce qui se passe. L'adulte est juste là pour vérifier que les enfants ne vont pas prendre de risques inconsidérés. Ici, c'est une micro-ferme avec vente à la ferme tous les soirs, plantation de blé, de lentilles à l'arrière de la ferme. On les voit commencer à sortir par 4 enfants qui se sont mis ensemble pour construire ce truc-là. 4 enfants en plus qui ont des difficultés euh, cognitives, qui ont construit quelque chose d'incroyable et qui est devenu pour un temps le pôle d'attraction pour tous les enfants de la cour. C'est quand même énorme de pouvoir construire quelque chose comme ça dans sa cour d'école, d'autant plus quand on est censé être un enfant qui a des besoins spécifiques. Dans certaines pédagogies, d'ailleurs, on ne dit pas des besoins spécifiques, on dit des droits particuliers.
C'est intéressant de questionner cette sémantique-là. L'utopie, on commence toujours par un rêve collectif. On fait rêver les enfants en classe, on fait rêver tous les adultes, y compris, je le disais tout à l'heure, les élus, les services techniques. L'idée étant pour moi de, avant rentrer dans le concret, rêver le plus loin possible pour ne pas pouvoir se dire, bon, il faut être rationnel. Non, en fait, parce que c'est faux, il n'y a pas besoin d'être rationnel. On va être cohérent, on va respecter les règles à respecter, mais on s'empêche beaucoup trop de rêver pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Ces fameux problèmes dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour terminer, dans une cour du vivant, la vie est belle en fait, parce que quand on met bout à bout tout ce dont j'ai parlé, il y a quelque chose de particulier dans ces cours. Quand on s'y promène, c'est calme. On nous a fait la remarque déjà. C'est marrant, c'est des cours où les enfants ne sortent pas en criant à la récré en fait. Ils sortent tranquillement et puis ils filent à leur activité qu'ils avaient laissée en plan. Alors vous voyez, là, il y en a deux qui se sont fait un petit espace pour se poser avec des cailloux. Les autres sont en train de gratouiller dans cet espace de cailloux qu'ils adorent, qui ne pose pas du tout de problème. Ça fait des années qu'il est en place. Personne, il y a eu un accident une fois, et ce qui est normal, hein, dans une cour d'école, il y a des accidents. L'important, c'est que les accidents soient pas trop graves et qu'on ait bien anticipé ce qui peut se passer. De nouveau, il y a bien moins d'accidents dans une cour comme ça que dans une cour grillage goudron. Voilà, c'est pour résumer, en fait, pourquoi faire autre chose que ça alors que finalement ces cours sont possibles, sont de l'avis de tous les gens qui les vivent extrêmement profitables aux enfants, agréables à vivre pour toute la communauté éducative. Donc vraiment des leviers pour transformer l'école finalement bien plus profondément que ce qu'on pourrait croire quand on imagine juste planter des arbres et enlever un peu d'enrobé. Et voilà, j'en ai fini pour la l'abécédaire. Ça va, j'ai pas été trop long. Si vous voulez plus de précisions, puis des précisions pratiques, vous pouvez visiter le site internet coursduvivant.ecosystème.fr ou me contacter par mail. Euh, voilà, toutes les informations sont disponibles. Aujourd'hui, des cours d'école peuvent être accompagnés dans toute la France, soit de façon directe, soit en passant par une formation tutorée. Voilà, je vous expliquerai en tout cas. Si vous avez envie, contactez-moi et puis je vous expliquerai comment on peut faire. De nouveau, il n'y a jamais de problème, donc quoi qu'il arrive, si vous avez envie de faire ça, nous on trouvera une solution pour que ça se fasse. Voilà, place aux questions si vous en avez. Je ne sais pas, y a-t-il des questions, des commentaires, des suggestions, C'est vrai que oui, ou est-ce peut-être que ça vous suscite des craintes, de l'enthousiasme. ou des réflexions, je ne sais pas, non, pas de réaction particulière. Bon, en tout cas, moi, je peux me permettre de dire que tout était très clair, bien posé. Cet abécédaire était formidablement bien structuré. Moi, j'ai encore appris des choses. Je croyais connaître un peu le sujet. Finalement, on continue de le découvrir, de le parcourir, et compte tenu du fait qu'il est exponentiel de bienveillance, de beauté, de bonté, de singularité, c'est très intéressant. Eh bien, écoute, nous te remercions, je te remercie en particulier. Nous enverrons bien évidemment cet enregistrement à toutes celles et ceux qui étaient inscrits. On le mettra très probablement un petit peu visible sur certains réseaux, puisque je serais tenté de dire que ce n'est que le début. Ce n'est que le début et qu'il y a un vaste Tout projet, à fait. un acte de civilisation, un projet de société, comme on est un peu arbre et civilisation aujourd'hui, mais je serais tenté de dire sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour plus de fraternité, je sais pas, c'est frères et sœurs, je sais pas comment on dit, mais bon, peu importe pour le moment, en tout état de cause. Et en tout cas, je vois aussi et je reconstate à nouveau que finalement, ceux qui ont le plus de difficultés, enfin, même s'il ne faut pas généraliser, mais ceux qui ont des difficultés se retrouvent mis en avant, se retrouvent partie prenante, se retrouvent intégrés dans ces projets-là, quand on cherche parfois, et probablement là aussi, des solutions complexes, coûteuses, avec beaucoup d'appui. Finalement, quelques morceaux de bois, une bassine, une vieille casserole et quelques graines font l'affaire.
Mm. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je, Et Euh, puis, dans tous les cas, Alain, il y a oui, Alice qui voulait intervenir. et oui, très non, bien. ça va peut-être être à côté, mais c'est juste, moi, j'ai découvert via des enfants et des arbres, donc juste c'est ma première visio et vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Oui, oui, très bien. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, pourquoi je m'y intéresse particulièrement, c'est parce que je travaille dans une asso et on a été sollicité justement par une mairie qui aimerait une végétalisation de leur école. Et du coup, j'aimerais comprendre les étapes avec vous, le fonctionnement, qu'est-ce qui est financé, comment vous pouvez nous aider. Enfin, c'est ça que j'ai. Ouais. Je te réponds succinctement là, et puis je pense tu peux m'envoyer un mail pour qu'on prenne un temps pour en discuter. Ah oui, d'accord. Dans le contexte que tu décris, la solution, c'est que en octobre, il y a une formation. Euh, pour devenir facilitateur. En fait, une fois par an, voire plus, j'anime une formation pour devenir professionnel d'accompagnement de ce type de projet. Donc l'idée, c'est que il y a 2 semaines de formation initiale et puis ensuite un projet tutoré avec des temps de travail en groupe, des temps de travail individuels, de la relecture avec moi. Et puis, au bout de ce process, eh ben, tu es facilitatrice cours du vivant. On répond en collaboration tous les deux sur les projets. Moi, je pilote les aspects réseau pour que l'école rentre dans le réseau et puis ait à disposition des ressources et acculture justement son lieu et sa communauté éducative. Et puis toi, ton association pilote la transformation des lieux sur le modèle participatif que j'ai construit avec tous les outils qui sont mis à disposition. C'est un peu clé en main et après, bah, vous trouvez votre place là-dedans. Euh, voilà pour faire succinctement. Et l'idée, bah, l'entrée dans la formation se fait parfois par des personnes comme toi qui sont intéressées pour se former et accompagner des cours. Et puis parfois par des écoles qui sont dans des territoires sur lesquels on n'a pas de facilitateur, qui vont bah, chercher dans leur écosystème local quelqu'un qui serait intéressé pour se former et puis monter un partenariat pour que le territoire en question soit plus une zone blanche pour nous, quoi. Merci pour ces réponses. Et puis, vous êtes libre, effectivement, de vous rappeler, de vous connecter, n'est-ce pas, pour aller un petit peu plus loin. Bonne continuation. Merci encore pour ce précieux temps consacré Avec plaisir. au vivant à l'intérieur des cours. À très bientôt. Et merci pour Portez-vous bien. l'organisation de tout ça. Ah, bye bye. Salut, salut. À bientôt. Salut. Au revoir.